Dans le cadre de l'opération Bouger pour l'autisme, l'association Agir et Vivre l'autisme se mobilise autour de témoignages forts. Rendez-vous aujourd'hui en Ile-de-France avec le délégué interministériel aux troubles du neurodéveloppement. Étienne Pau, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Vous êtes le délégué interministériel aux troubles du neurodéveloppement. Tout d'abord, c'est quoi votre rôle concrètement ? Alors mon rôle, il est de porter la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement qui inclut l'autisme, les troubles 10, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et le trouble du développement intellectuel. Cette stratégie nationale, elle court de 2023 à 2027 et elle intervient dans différents domaines. Le dépistage précoce, le diagnostic précoce au travers du déploiement par exemple de plateformes de coordination et d'orientation pour tous les enfants de 0 à 12 ans partout en France. Elle intervient aussi dans le champ de la scolarité avec des dispositifs scolaires spécifiques pour accueillir les enfants. Elle intervient aussi dans la transformation de l'offre pour les personnes présentant des troubles plus sévères, mais aussi dans le champ de la recherche, dans le champ de l'accompagnement des adolescents, des jeunes adultes, et puis bien sûr dans le champ de la sensibilisation et de l'information au public, à l'image de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. L'autisme, vous l'avez dit, c'est tout d'abord un jeune qui a cette pathologie de l'autisme. C'est aussi une famille, des parents. Est-ce que vous avez aussi un rôle d'accompagnement, de renseignement pour aider ces parents qui parfois sont complètement démunis ? Bien sûr. Alors tout d'abord, en transparence, on a un véritable enjeu de lisibilité sur l'accompagnement et l'accès au diagnostic dans notre pays pour les personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme. On a beaucoup de dispositifs qui existent, j'en ai nommé certains, les plateformes de coordination et d'orientation, on a aussi des centres d'action médico-sociaux précoces, on a aussi des CMPP, on a aussi certaines unités hospitalières. Force est de constater que tous ces dispositifs, ça fait beaucoup d'acronymes, c'est pas toujours très clair et très lisible pour les parents, pour les familles, et puis finalement cette offre, elle varie beaucoup selon les territoires. Et donc notre rôle, il est de rendre cette offre plus lisible, donner aux parents et aux familles des solutions rapides, leur permettant d'avoir une réponse rapide sur est-ce que mon enfant présente ou non un trouble du neurodéveloppement, et s'il en présente un, de quel type d'accompagnement il peut bénéficier. Donc notre rôle, il est vraiment au niveau national d'harmoniser l'accompagnement, les prises en charge, et il y a bien sûr aussi des situations individuelles très difficiles, très complexes, que l'on traite au niveau national, autour de 3000 situations individuelles qui sont gérées directement par la délégation interministérielle. Mettre des mots sur des troubles, c'est souvent la priorité des parents pour une prise en charge idéale. Vous êtes délégué interministériel, mais vous êtes également médecin. Comment ça se passe, la prise en charge ? À quel moment on peut s'inquiéter ? Et quel message vous avez envie de passer à vos collègues médecins aussi sur cette prise en charge et cet accompagnement ? Alors, tout d'abord, le premier message à passer, c'est que depuis quelques semaines, nous avons un nouveau carnet de santé dans notre pays. Ce carnet de santé, il intègre dorénavant des pages qui concernent les troubles du neurodéveloppement et qui permettent à tous les médecins généralistes de notre pays de repérer des écarts de développement et de décider si oui ou non il faut orienter un enfant vers une plateforme de coordination et d'orientation pour qu'il bénéficie d'un accompagnement plus intensif par un psychomotricien, par un ergothérapeute, par un psychologue, et surtout, ou en parallèle, accéder à un diagnostic de qualité. Un diagnostic, c'est certes important, savoir si oui ou non je suis autiste, si oui ou non je suis dyslexique, dyscalculique, TDAH ou présentant un trouble du développement intellectuel, mais ce qui est fondamental, c'est aussi d'avoir un diagnostic fonctionnel. Et le message que je veux transmettre aujourd'hui aux parents, c'est que rien n'est figé. Votre enfant, il peut présenter des écarts de développement, c'est vrai, mais votre enfant, il pourra toujours progresser. Et ça, c'est fondamental. Ce que l'on doit partager aujourd'hui dans notre pays, c'est que plus un enfant est repéré tôt, plus un enfant est dépisté tôt, plus on pourra intervenir précocement et lui donner toutes les chances d'acquérir des compétences pour parler, pour écrire, pour bouger. Et c'est ça qui est fondamental aujourd'hui. Il n'y a pas de fatalité dans le champ des troubles du neurodéveloppement. Donc certes, c'est important de savoir si votre enfant il est autiste ou non, mais je crois que ce qui est fondamental, c'est surtout de regarder devant et de savoir ce que votre enfant sera en capacité de faire. Et il sera en capacité de faire beaucoup de choses. Il y a des établissements qui sont spécialisés à recevoir ces enfants, mais il y a un terme qui est important aussi, c'est celui de l'inclusion. Est-ce que ça fait partie de vos priorités de militer pour que ces enfants aient aussi une vie sociale la plus proche des autres ? Je crois que c'est fondamental et que d'une certaine façon, l'ensemble des enfants que je rencontre dans les écoles, qui soient ou non concernés par un handicap,
sont tout à fait à l'écoute de ça et très naturellement, quand on les sensibilise à la question du handicap, ils sont tout à fait prêts à accueillir ce handicap à l'école. Ce qui est très important, c'est que par contre, il faut qu'on donne les clés à l'ensemble des professionnels pour accueillir ces enfants présentant des handicaps parfois complexes. Je sais qu'à l'école, notamment à l'école ordinaire, il peut y avoir des situations difficiles, y compris pour les enseignants, y compris pour les AESH. Notre rôle, il est de donner les clés d'une formation réussie, mais surtout d'une formation qui soit partagée entre tous les professionnels. On a vraiment besoin de casser les silos entre professionnels du médico-social, professionnels de santé, professionnels de l'éducation nationale, pour que tous aient une même vision de ce que c'est que l'autisme ou l'ensemble des troubles du neurodéveloppement et puissent l'accompagner de la même façon. Et je voulais rajouter autre chose, c'est que le sujet du handicap et des troubles du neurodéveloppement, c'est pas qu'un sujet de médecin. Et je crois que ça, c'est fondamental. Notre pays, il avancera dès lors qu'on est dans une approche qu'on dit souvent pluridisciplinaire, c'est-à-dire que tous les professionnels sont réunis autour de l'enfant pour lui proposer le meilleur accompagnement. Et nous avons autant besoin des médecins que des psychomotriciens, que des ergothérapeutes, que des éducateurs spécialisés, que des psychologues, que des AESH, que des enseignants. Ils ont tous leur place dans l'accompagnement de l'enfant. Et quand on réunit tous ces professionnels, à l'image par exemple de ce que l'on porte au travers de l'autorégulation à l'école, qui sont des nouveaux dispositifs qui permettent à tous ces professionnels d'être réunis autour de l'enfant dans une classe ordinaire, on se rend compte qu'il y a des progrès formidables et qu'il y a des équipes et des professionnels qui sont ravis de venir travailler chaque matin et de faire progresser les enfants. Nous avons évidemment rencontré des parents d'enfants. J'ai notamment en tête des parents d'un adolescent de 15-16 ans qui nous disait: on avait le sentiment de tomber dans une jungle quand on a découvert le trouble de notre enfant a été connu assez tardivement, vers 5 ou 6 ans. Ils mettent en avant le fait qu'ils ont l'impression que ça ait beaucoup avancé. Leur nouvelle interrogation maintenant, c'est ces passerelles entre la prise en charge d'un jeune enfant, puis d'un adolescent, puis d'un adulte. Comment on veille justement quand on est parent à ce que tout se passe bien, à ce que tout crante correctement pour que l'accompagnement il soit constant pour notre enfant? Alors tout d'abord, il faut être honnête, c'est encore loin d'être parfait. C'est-à-dire que c'est un vrai sujet, les âges qu'on appelle les âges de transition. Qu'est-ce qui se passe finalement quand on a entre 16 et 25 ans? C'est d'abord une problématique parce que vous savez qu'entre 16 et 25 ans, c'est aussi le pic d'apparition d'un certain nombre de maladies psychiatriques. Et donc c'est notre première attention sur le sujet. On a réuni au sein de la délégation interministérielle un groupe d'adolescents et de jeunes adultes concernés par les troubles du neurodéveloppement pour qu'ils nous aident à réfléchir sur cette période de vulnérabilité. Comment on fait? Comment on fait quand le risque suicidaire il est augmenté? Comment on fait quand il y a un épisode dépressif qui apparaît et qu'en parallèle on a un trouble du neurodéveloppement, qu'on est à un âge où finalement on a besoin d'évoluer entre le lycée, l'enseignement supérieur? Alors on a des solutions, notamment pour un certain nombre d'étudiants qui présentent des troubles du neurodéveloppement. C'est par exemple le programme Atypie Friendly que l'on soutient dans le cadre de la stratégie nationale, qui aujourd'hui permet à plus de 50% des étudiants qui sont au milieu universitaire, s'ils le souhaitent, de bénéficier d'un accompagnement humain et matériel spécifique dans le champ des troubles du neurodéveloppement. Ça consiste en un tutorat par des étudiants, un accompagnement par d'autres étudiants qui sont aussi concernés par un trouble, une sensibilisation des enseignants à l'université. Mais il n'y a pas que l'université, il y a aussi l'insertion par le travail, par d'autres environnements étudiants, scolaires, et là-dessus il faut encore que l'on travaille. C'est le sens notamment de ce que l'on porte au travers, par exemple, des SAMSA emploi. Vous savez, les SAMSA, c'est déjà des structures de services qui existent au profit d'un certain nombre de personnes concernées par les troubles du neurodéveloppement. Pour la première fois dans notre pays, à partir de 2025, on permettra à des personnes autistes très sévères d'aller travailler en milieu ordinaire avec un accompagnement médico-social. C'est unique, c'est la première fois, et on parle de personnes qui peuvent avoir des troubles du comportement, qu'on appelle des comportements défis importants. Et ça, c'est vraiment aussi casser finalement des frontières qui existaient depuis un certain nombre d'années dans notre pays. Les ESAT, c'est très utile pour un certain nombre de personnes, mais il y a aussi des personnes qui peuvent évoluer en milieu ordinaire, y compris quand elles ont des handicaps très sévères. Et donc progressivement, de proche en proche, arriver dans le milieu universitaire, arriver dans le milieu professionnel ordinaire, en disant bah voilà, on peut accueillir ces personnes qui présentent, y compris des troubles très sévères, c'est une des clés. Mais bien sûr qu'il va falloir qu'on renforce notre attention sur les 16-25 ans et on le fera avec les personnes concernées directement, c'est-à-dire avec les jeunes. C'est eux qui ont les solutions, je crois.
Militer, c'est parfois très important. Il y a des associations sur le territoire qui militent quotidiennement. On a en tête l'association Agir et Vivre l'Autisme qui a lancé une opération qui s'appelle Bouger pour l'autisme. La 3e édition aura lieu à Angoulême, en Charente, au mois d'avril. Est-ce que c'est des actions qui renforcent votre envie de vous battre pour cette cause parce qu'il y a de l'intérêt et notamment celui de rendre le sujet le plus public possible ? Alors je dirais que ces initiatives, elles sont incroyables et elles sont sans doute beaucoup plus porteuses que tout ce que je pourrais porter parce qu'elles viennent directement des familles, elles viennent directement des personnes concernées. Le rôle d'une délégation interministérielle et de cette stratégie nationale, c'est d'être en soutien et au service d'eux. Donc d'une certaine façon, moi mon rôle, il est d'être une caisse de résonance pour toutes ces initiatives que portent les familles, que portent les personnes concernées et surtout de m'assurer qu'il y ait une traduction dans le droit commun de ces demandes légitimes des familles pour qu'il y ait plus de solutions, pour que la société soit plus accueillante, plus bienveillante vis-à-vis des personnes concernées par un trouble du neurodéveloppement. Mais donc oui, ces initiatives, elles sont extrêmement louables, elles sont à souligner, elles sont à amplifier, à médiatiser. Et dès que je peux, je me rends partout en France pour aller saluer tous les acteurs qui s'investissent dans ce champ si important de l'information publique. Donc c'est formidable. C'est formidable en termes d'information au public. On peut regarder les choses dans l'autre sens en se disant que si on a encore besoin de faire ces campagnes, c'est qu'il y a encore beaucoup de chemin. Et je préfère regarder ça du bon côté en me disant que ça met un coup de projecteur absolument nécessaire sur les troubles du neurodéveloppement. Merci beaucoup Étienne Pau de nous avoir accueillis ici au ministère. Merci beaucoup pour la qualité de ces échanges. Et pour finir, je nous souhaite à tous de bouger pour l'autisme en cette année 2025.